Bienvenue dans ce nouveau billet de la Bourse en stress numéro 92. N'oubliez pas de poster des commentaires si vous le souhaitez. N'oubliez pas de liker et n'oubliez pas également de vous abonner à notre excellente chaîne YouTube, la Bourse en stress. Il y a 15 jours, on a évoqué le risque inflationniste. Il est réel. En plus, avec tout ce qui se passe actuellement à travers le conflit, j'en parle juste après, effectivement, on est parti sur des remontées de taux d'intérêt et une inflation. Donc, pas forcément bon pour l'économie. Mais on verra ça plus tard, puisque c'est un numéro spécial que je vous ai préparé, avec quand même du dur en termes de contenu. Et comme l'a fait très bien Michael la semaine dernière. Le conflit, eh oui. Alors effectivement, je connais très bien l'Ukraine. J'aime beaucoup ce pays. Et en tous les cas, je suis fier d'eux et de ce pays. J'avais évoqué comme quoi le risque de l'augmentation du palladium. Le palladium est passé, donc on a fait un plus haut de 6 mois, cette semaine, donc on est passé à 248 $. Les secteurs sur 6 mois. Seuls 3 secteurs sont positifs. Les financières avec 2%, les staples, ce que j'appelle les couches culottes avec 7%, et toujours en tête de liste, l'énergie avec une progression sur 6 mois de pratiquement 45%. Une méthodologie qui permet, donc c'est un tableau qui compile sur pratiquement 20 ans les évolutions donc, des secteurs spécifiques de la roue sectorielle, c'est-à-dire l'énergie, matériaux de base, les industriels, consumer discretionary, les staples, la santé financière, les technologies et les utilities. Pour voir quelles sont les périodes dans une année, donc là vous avez donc de janvier jusqu'à décembre, quand est-ce que ce sont des secteurs qui sont favorables à l'achat et puis ici à la fin, où il faut couper sa position. Bien entendu, ce n'est pas une boule de cristal, ce n'est pas de la science infuse véritable à 100%, mais c'est un beau cadeau que je vous fais en vous transmettant donc, en tous les cas, ce tableau. Exemple, on prend l'énergie. L'énergie a une saisonnalité annuelle, c'est-à-dire que la position est montante, c'est-à-dire il est bon temps donc de prendre position sur l'énergie entre janvier et le 9 mai. Et également entre le 18 août et le 17, donc pratiquement sur un mois. Si on fait les matériaux de base, on voit comme quoi de novembre, donc le 20 novembre, jusqu'au 5 mai, c'est un secteur qui est favorable en termes d'investissement. C'est-à-dire, on investit ici le 20 novembre et on coupe sa position vers le 5. Pour les industriels, pareil, 29 octobre et on laisse passer le temps jusqu'au mois de mai, le 10. La technologie, même chose. Vous voyez comme quoi c'est un secteur favorable entre le mois d'octobre, donc le 9, jusqu'au 15 février. Donc là, ça veut dire qu'on a terminé ce cycle et on va attendre donc du mois d'avril du 15 jusqu'au 17 juillet. Et puis là, on reprendra une position vers le 9 octobre jusqu'au 15. Ce qui s'applique sur les secteurs s'applique également pour les commodities. Je répète encore une nouvelle fois, ce sont des tableaux, c'est pas une boule de cristal. Là, sur les commodities, on voit l'or, l'argent, le cuivre, le platine, le pétrole, le gaz naturel. Ça, c'est le bétail vivant. Ça, c'est le soja et ça, c'est le blé. Et vous voyez comme quoi, par exemple, pour l'or, la saisonnalité, c'est entre le 27 juillet et le 10 octobre. Pour le silver, c'est du 15 décembre jusqu'au 21. Vous voyez, c'est pratiquement fini. Et puis là, du 28 juin jusqu'au 4 août. Alors, je me répète, ce n'est pas de la science infuse, ce n'est pas la boule de cristal. Il peut y avoir des années où on est hors gabarit, parce que pour faire des tableaux, c'est une suite de mesures. Et puis, à un moment donné, il y a une année spécifique où, on ne sera pas dans ce calendrier. Voilà.
Donc, par exemple, pour le pétrole, eh ben, c'est de février jusqu'au mois de mai le 21. Alors, sur les sous-secteurs, donc les industries, eh ben, la saisonnalité annuelle existe encore. Donc, encore un petit clin d'œil, parce que celui-là, je vous en ai parlé quand même suffisamment souvent, c'est le transport, le fret maritime. Donc ça, c'est l'indice du fret maritime. Et donc là, on est sur 20 ans d'analyse. Donc le mois de février est favorable, mais par contre, du mois de mars jusqu'au mois de mai, eh ben, on est très, très favorable sur ce secteur, enfin sous-secteur, cette industrie du fret maritime. Le contexte actuel va faire comme quoi il risque d'y avoir une forte augmentation du fret, du prix du fret maritime, okay, d'où également de la notion de l'inflation, donc le prix des matériaux de base qui ont tendance également à augmenter parce que le fret augmente, etc. C'est également l'histoire de l'offre et de la demande. Et puis, on va avoir une saisonnalité où entre le mois de juin et le mois d'août, eh ben, il faut sortir des positions sur ce sous-secteur, le fret maritime. Et puis, on voit que de mois d'octobre jusqu'à décembre, eh ben, on est favorable. Alors, bien entendu, c'est pas encore la boule de cristal. On peut avoir des années où on est hors gabarit. Le fret maritime, hein, donc DJU, donc SMT, Marine Transportation. Donc, vous voyez comme quoi, depuis un temps certain, on a quand même, on est au-dessus de la moyenne mobile ici, donc c'est la moyenne mobile 50, et on a croisé à la hausse la moyenne mobile 200. Bon. Le RSI, on est légèrement au-dessus de la zone de neutralité, donc ça c'est le RSI 14, et le MACD, eh ben, pour l'instant, on est dans la partie positive du MACD, on est en dessous de la ligne de signal, bon, on verra bien demain. Pour l'instant, la seule chose qu'on est capable de voir, c'est que le jeudi, on a fait un magnifique marteau. Si je regarde le TF IYT, qu'on a déjà vu hein, sur l'analyse des sous-secteurs, donc des industries, dans mon tableau où c'est un mélange de secteurs et de sous-secteurs, je dis il n'y a pas de business sans transport. Là, nous sommes légèrement dans une zone de congestion. Et vendredi, on a clôturé au-dessus de la moyenne mobile 10 jours. Mais la moyenne mobile 10 jours est sous la 200. Mais la saisonnalité du SP500, le SPX, de 2009 à 2021. On a pratiquement fini le mois de février. D'une façon générale, donc entre 2009 et 2021, 69% des fois, on finissait plus haut le mois de février qu'on avait commencé. À noter également, on va faire une projection sur le mois de mars, 62% des fois au mois de mars, on finit plus haut qu'on a commencé donc le 1er mars, enfin début mars. Que nous disent les graphiques? Là, nous sommes en bougie mensuelle. Nous avons les bandes de Bollinger et je vous ai déjà présenté plusieurs fois cet indicateur, qui reste que néanmoins qu'un indicateur, mais on voit que, bien sûr, on n'a pas encore fini le mois de février, excusez-moi, je vais faire tous les mois de février. Mais vous voyez comme quoi ici, on est venu tester ici la moyenne mobile 17 mois. Et je vous ai toujours dit comme quoi cette moyenne mobile 17 mois est importante pour moi. Que va devenir le SP500? C'est les prochains jours. On peut dire comme quoi ici, le stochastique nous dit comme quoi effectivement on pourrait avoir une continuation du retracement et venir peut-être tester donc la bande inférieure de Bollinger. Si maintenant en daily, le SP500, le SPX est venu tester cette zone, hein, je vous en ai parlé déjà plusieurs fois, je l'ai même posté sur le Facebook hein, de la bourse en stress. On a ce support hein, donc des 42,90. Vendredi, on a clôturé au-dessus de la moyenne mobile 10 jours. Cependant, mon fil conducteur 10 jours
est bien sous la moyenne mobile 200. Et la 50 a une tendance baissière. Concernant la 200, on peut dire comme quoi elle est encore haussière, mais là, la 50, elle est baissière et on a tendance à venir donc vers la moyenne mobile de 100 jours. Est-ce qu'on va la croiser vers le sud? Je ne sais pas. La semaine dernière, Michael vous a fait une super présentation sur les marchés baissiers. Et ben, nous allons continuer sur ce domaine puisque beaucoup de gens ont peur, on voit tous on voit du noir par rapport au contexte. Donc ceci, c'est un tableau où ici, on a le début, c'est-à-dire le point haut, comme par exemple ici, donc en octobre 2007, où on était arrivé sur un plus haut. Et puis, la baisse est allée souvenez-vous-en, jusqu'en mars 2009. Ici, vous avez le nombre de mois de cette tendance baissière. Ici, vous avez le pourcentage de décline, donc c'est-à-dire de baisse. Donc entre octobre 2007 et mars 2009, on a eu un retracement de 56%, une baisse de 56%. Et là, vous avez donc le recouvrement en mois de la baisse, de cette baisse-là. C'est-à-dire pour revenir, par exemple, au niveau d'octobre 2007, il a fallu attendre 49 mois. La moyenne, donc en mois, d'un marché baissier, c'est 12 mois. D'une façon globale. Mais là, on va dissocier, c'est pour ça que là, ici, vous avez une colonne, et je vais en parler tout de suite. Est-ce que donc c'est une baisse, un marché baissier, dans une phase de récession, où il n'y a pas de récession? On vous l'a dit très souvent, quand on a une phase comme ça s'est passé, donc par exemple 2007-2009, la durée, et on le voit, donc ici 2007-2009, donc 17, c'était pratiquement 18 mois. Donc un marché baissier dans une phase de récession, c'est 18 mois. Par contre, un marché baissier, alors qu'il n'y a pas de récession, c'est 7 mois. Bon, là, vous voyez, on a un cas exceptionnel, avec la pandémie, enfin, etc., etc. Bon. Et là, même chose, on a en mois le recouvrement pour revenir au point de départ. C'est-à-dire ici, d'une façon globale, c'est 20 mois. Dans un marché en récession, il faut 30 mois. Et quand on n'a pas de récession, même si le marché est baissier, c'est 10 mois. Alors, vous voyez comme quoi, entre février 2020 et mars 2020, on a été en récession. Par contre, pour la baisse 2018, donc septembre, décembre, là où ça a fortement baissé, souvenez-vous, pour la fin d'année, donc 2018, on n'était pas en récession. Là non plus. Là, on était en récession. Oui, récession aussi. Et là, pour 98, donc juillet-août, où ça durait également un mois, on n'était donc pas en récession. Non. Alors comment détecter si on est en récession? La récession, c'est une récession donc économique. Ça, c'est un tableau donc qui vient de la Fédérale Réserve Économique Data. Ici, vous avez donc les récessions. Les récessions. Et puis, vous avez ici des périodes où il n'y a pas de récession. C'est pour ça qu'on peut avoir un marché baissier, mais on n'est pas en phase de récession. Donc, on voit bien ici la crise, donc ici, la crise donc, de 2001. On voit ici la crise de 2009. Et ici, la dernière en date, donc la grosse récession qu'on a eue, c'est donc pour l'année 2020. OK, puisqu'on a vu le marché baissier, donc février-mars 2020, mais la récession, elle a continué jusqu'à un bon bout de temps. Vous voyez, on a eu ici une pointe, donc le 1er juin donc 2020. Alors, pour revenir au tableau, ce qui est important, c'est savoir où est-ce qu'on en est aujourd'hui.
On a un retracement, soit. On revient voir donc le mode graphique. Et ben pour l'instant, on n'est pas en récession. On pourra peut-être y être à un moment donné, mais pour l'instant, on n'y est pas. Et je vous ai toujours rappelé comme quoi l'énergie XLE est un indicateur avancé de fin de cycle. Si on regarde maintenant avec XLE, je l'active, donc il est ici, voilà, on va regarder. Donc ça, c'est l'énergie. Et on va prendre un cas, c'est la période 2007-2009. Et vous voyez comme quoi, donc 2007, on avait du pétrole, donc on va se mettre début 2007, on avait un pétrole qui était cher, qui avait dépassé ici des plus hauts. Et il a continué de monter, 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 monter. Et vous voyez comme quoi ici, on a, je vais agrandir, on a la récession qui commence. Donc on voit bien l'adéquation entre l'énergie et la récession. Et là, on a atteint le plus haut. Et puis, le pétrole a commencé à baisser et on est arrivé donc ici pratiquement à un plus bas en mars 2009 et on était pratiquement au plus haut de la récession. Alors, est-ce qu'il faut avoir peur donc de 2022? L'énergie n'a pas dépassé les plus hauts qu'on a pu rencontrer ici et ici. Bon. Si on prend deux choses, les différents confinements, le Covid, maintenant la guerre qui va, bon, vous observez que maintenant le Covid, on n'en parle plus, tout le monde vous parle de la guerre en Ukraine. Bon, donc ça attire pas mal l'attention, etc. Mais il va y avoir quand même quelque chose d'important, c'est que c'est le pétrole, donc l'énergie qui va augmenter. Mais pour l'instant, on ne peut pas dire comme quoi on soit à des seuils relativement importants. Sur le pétrole, par exemple, on arrive à 100 $. Ouais, mais bon, on n'a pas encore dépassé les niveaux qu'on a pu connaître en 2007-2009. Et croyez-moi, l'incidence sera énorme sur nos économies, ok? Et d'où l'inflation, bon, après, il y aura une déflation, hein, mais en tous les cas, l'inflation, etc., les taux d'intérêt, etc., etc. Voilà. Le VIX. Donc, le VIX, je l'ai posté cette semaine sur le Facebook, sur le Facebook de la Bourse sans stress. On a dépassé cette ligne, je vous avais averti, de 28,80. On l'a dépassé, donc déjà jeudi. Bon, même si on a une belle bougie, on a clôturé plus bas qu'on avait commencé, donc le jeudi, et tout pour vendredi. Et vendredi, on a clôturé sur mon petit fil conducteur la moyenne mobile 10 jours. On est au-dessus de la 50, et la 50 est au-dessus de la 200. À noter que la 50 est haussière. Si je compare la volatilité de la volatilité par rapport à la volatilité, j'en ai parlé aussi donc sur le Facebook de la Bourse en stress, qu'il y a ici, puisque c'est une comparaison, c'est une division, ce niveau des 4, j'arrondis à 4,08, j'arrondis à 4, on est revenu tester où on est le marché sur les options, c'est-à-dire le système basique qui consiste à acheter des calls quand le feeling, le sentiment des investisseurs est positif, donc on achète des calls, et quand le sentiment n'est pas bon, une peur, une crainte, on achète des puts pour protéger ses portefeuilles. Ici, vous voyez comme quoi, c'est simple, on n'a pas testé les plus hauts ici, mais on est quand même dans une partie où on achète quand même pas mal de puts pour se protéger et on est au-dessus de la moyenne mobile 50. Donc ceci est quand même révélateur. Le RSI 14 de cet indice, c'est un indice, ok, on est autour de la zone de neutralité des 50. Et puis le MACD, on voit comme quoi la ligne de signal donc a une tendance un petit peu haussière. Donc demain est un nouveau jour, mais il faut quand même tenir compte de ces paramètres-là sur le moral et le sentiment des investisseurs.
la comparaison des indices. Vous voyez, comme quoi sur 6 mois, bien entendu, ils sont les 4 négatifs. Le premier étant donc le SP500 avec une chute de 1,83% sur 6 mois et le petit dernier, le Russell 2000. Bon, alors le Russell 2000, je dirais comme quoi il faut le suivre. Alors, je dis pas comme quoi c'est un indice ou un indicateur important, mais c'est quand même 2000 entreprises purement américaines et quand même qui est le reflet de l'économie américaine. Pendant un bon bout de temps, comme je vous l'ai dit, on était dans un rectangle de congestion. Et puis, on l'a cassé, donc, en direction du sud. Et puis là, on est de nouveau dans une zone de congestion. On est venu tester ici aux alentours des 188. OK, on l'a testé ici, donc le 28 janvier. On est revenu ici, donc, le 24. Et puis, vendredi, on a clôturé au-dessus de la moyenne mobile 10 jours. Il y a la saisonnalité également annuelle, donc sur le Russell 2000. Et d'une façon sur 20 ans, et jusqu'au 31 décembre donc 2021, généralement l'époque mars jusqu'à fin avril est excellent pour IWM. Ensuite, on va avoir entre généralement juillet et octobre une zone de congestion, c'est-à-dire on va retrouver un petit peu comme ici, entre juillet et octobre, une zone de congestion. Mais par contre, généralement, à partir du début novembre, eh ben, en plus ça correspond à la fin d'année, hein, bien entendu, eh ben, IWM se lâche.